Bonjour. Notre émission consacre son divan dans le monde aujourd'hui au colloque d'Erasme, dont une traduction complète vient de paraître pour la première fois aux éditions des Belles Lettres. Ça n'aurait pas pu paraître ailleurs. Dans la collection Le Miroir des Humanistes, nous recevons l'un de ses maîtres d'œuvre, Jean-Christophe Saladin, directeur notamment de la collection. Notre seconde partie, l'actualité de la psychanalyse, sera dédiée elle aussi au colloque, mais à un autre colloque, le colloque psychanalytique, puisque notre invité est Laure Buchner, bonjour Laure, qui nous entretiendra de la façon particulière dont nous parlons tous dans la cure. Jingle de transition. Alors Jean-Christophe Saladin, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à venir parler avec nous sur Studio Lacan des colloques d'Erasme. Alors Erasme est davantage connu, c'est vrai, par son éloge de la folie ou encore par ses adages, et on connaît moins les colloques. Pourtant, ils n'en constituent pas moins une œuvre importante, avec leurs 62 dialogues destinés initialement à l'apprentissage du latin. Donc c'est un livre composite qui a occupé son auteur durant une bonne partie de sa vie. Mais quelle est la véritable visée de ces dialogues ? Alors peut-être que le sous-titre peut nous en dire plus. Le sous-titre qui accompagne les colloques, c'est « Dialogue de la vie courante, propre non seulement à polir le langage de la jeunesse, mais à édifier ses mœurs ». Le programme est donné, la langue certes est au centre, la langue latine, celle des belles lettres, mais le propos ne saurait être détaché d'une préoccupation morale. Alors les colloques, ancêtres de la méthode assimile, objets littéraires non identifiés, Jean-Christophe Saladin, pourriez-vous revenir à ce qui a présidé à la conception de cet ouvrage, en rappeler finalement les grandes lignes de l'histoire éditoriale et quelle en a été la réception au siècle d'Erasme ? Alors, je vais vous répondre à l'envers. La question la plus facile, quelle était la réception au siècle d'Erasme ? Énorme. C'est-à-dire qu'Erasme a commencé à les rédiger assez tôt parce qu'il gagnait sa vie à Paris quand il était étudiant en donnant des cours à des fils de familles riches. Et c'est pour cela qu'il a écrit ses premiers dialogues qui étaient comme nous, on dirait des dialogues de méthode audiovisuelle. Enfin non, audio tout court. Et donc ça a eu beaucoup de succès et il y a eu toute une petite aventure éditoriale. Des gens ont pris ces textes, les ont publiés, ils ont fait croire que c'était lui qui n'avait pas voulu. Après ça, bon, il y a eu des embrouilles amusantes qui ont finalement donné. Il a augmenté année après année, il en rajoutait. Il a commencé, il en avait 4 ou 5, puis il en a rajouté 6, 7, 10, etc. Et dans les années 1515, 1520, ça s'est mis à faire un volume assez important. Il y en avait une trentaine, une quarantaine. Et chaque année, il en rajoutait. Et non seulement il en rajoutait, mais il y avait des problèmes de censure, parce qu'il faisait allusion très souvent à des questions brûlantes d'actualité, religieuses notamment. Alors là, les censeurs de la Sorbonne, et d'ailleurs l'attendaient au tournant. Il s'est fait réprimander très très violemment et censuré par la Sorbonne notamment de Paris. Donc il rajoutait des commentaires, il faisait des corrections, il modifiait, il enlevait des noms, il changeait. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a modifié et il a ajouté, donc jusqu'à arriver à 62 colloques dans les années 1529, peu avant sa mort. Donc, énorme succès à l'époque. Et pas seulement à l'époque, 16e, 17e, du temps où on faisait l'enseignement en latin, c'était vraiment la mine d'or pour l'apprentissage de la langue. Et ça a eu vraiment du succès.
tout le temps où on enseignait en latin, c'est-à-dire jusqu'au XIXe siècle pratiquement, encore des gens comme Jaurès, comme Karl Marx, que sais-je, lisaient les colloques d'Erasme. Les jésuites s'en sont servis, ils les ont pillés beaucoup, donc très gros succès. Et alors pour terminer avec une anecdote, même au XXe siècle, ça a été assez souvent traduit en français, mais alors chose curieuse, et là on est très fiers, enfin, surtout le traducteur est très fier, Olivier Serre est très fier, il manquait toujours les tout premiers, vous savez, les premiers qui sont vraiment de l'apprentissage de la grammaire, ou les formules du style les 12 façons de saluer un évêque, ou les 7 façons de donner ses vœux à une femme enceinte, des choses comme ça, qui ne sont pas d'un grand intérêt littéraire, sinon qu'on apprend la variété du style et l'élégance. Et les tout premiers, les 4 ou 5 premiers n'étaient jamais traduits. Notre traducteur, maître Olivier Serre, qui est un traducteur absolument exceptionnel, a traduit les premiers aussi. Et en les traduisant, il découvre, figurez-vous quoi, il découvre que la tirade d'aînés d'Edmond Rostand, dans Cyrano de Bergerac, Dieu sait si c'est un texte célèbre en France, a été modelée strictement sur le 4e colloque d'Erasme. Il y a une tirade, enfin un échange dans lequel 2 copains se rencontrent, et il y en a un qui arrive de la guerre et qui a un grand pif, et son copain lui dit de 14 façons différentes qu'on pourrait accrocher les parapluies dessus, qu'il pourrait s'en servir de hallebarde à la guerre, que des blagues comme ça, qui sont directement Edmond Rostand. Donc, découverte. C'est vraiment une nouveauté. Depuis 1800, je ne sais plus combien c'était, 95, personne ne s'en était aperçu. Voilà. Dans sa postface intitulée « Utilité des colloques », Erasme considère très savoureusement, en citant Horace d'ailleurs, il dit ceci: « Il faut bien donner des gâteaux aux enfants pour leur faire accepter l'alphabet. Il faut enseigner en s'amusant, dit-il encore. » Donc Erasme, prince du savoir s'il en est, il sait aussi que le savoir peut être tout à fait rébarbatif. Ah, mais il faut le faire passer par un gâteau. Ah, mais il a milité toute sa vie pour créer un enseignement qui soit amusant et qui intéresse les enfants et les adultes aussi. Et vraiment, ça a été un de ses chevaux de bataille toute sa vie. En gros, ça a été l'ancêtre de la pédagogie jusqu'à Freinet, Dolto, jusqu'à... Vous voyez, la pédagogie moderne qui se pense très inventive se trouve déjà mais plus qu'en germe, déjà en modèle chez Erasme. Et c'est-à-dire, d'ailleurs, lui-même a beaucoup souffert dans ses études. Lui-même a beaucoup souffert dans ses études de la brutalité des maîtres, et aussi bien dans le secondaire que dans le supérieur. Et il a vraiment voulu rendre les choses attrayantes, à tel point que les colloques dont on parle ici, qui sont donc formes élaborées, littéraires, assez suivies, sur les 62, il y en a pas loin de la moitié, ce qui est quand même énorme, qui racontent des situations de blagues, et même plus de blagues, de mystification, dans lesquelles on fait des embrouilles, on entortille le curé du coin en lui faisant croire qu'il y a un miracle qui se passe à côté pour lui faire vendre des indulgences bidons. On entortille un maquignon, on entortille... Enfin, on fait même des entortilles entre copains qui se parlent, mais l'un a cru que l'autre avait dit autre chose. Et l'idée que la gaieté du dialogue... Tout à fait. C'est pour lui, c'est un paramètre fondamental de la pédagogie. C'est pas qu'on le fait de temps en temps pour amuser les gosses, c'est que l'enfant doit prendre plaisir et doit s'amuser en étudiant. Il y a, si on prolonge ce que vous venez de dire, il y a toute une interrogation sur ce que c'est que le savoir et la vérité dans les colloques. Alors justement, je ferai référence au même texte, l'utilité des colloques, donc qui termine le colloque, c'est une postface. Erasme, dans cette utilité des colloques, affirme chercher à avertir les jeunes gens de la sottise des passions, de l'absurdité des avis du vulgaire, et il rajoute ceci qui nous a semblé d'une grande finesse, je le cite: « Autant vaut les apprendre par ce livre que par l'expérience maîtresse des cancres. » Alors, le savoir serait-il inadapté? L'expérience serait-elle idiote? Et heureusement, y aurait-il des humanistes? Si on les écoutait, mais les vrais humanistes, des gens comme Erasme qui sont tolérants, qui passent leur vie à dialoguer, à essayer de convaincre plutôt que brutaliser, effectivement, il n'y aurait pas besoin de ça. Mais il dit malheureusement, c'était vrai à son époque, c'était vrai dans l'Antiquité, c'est vrai encore de nos jours, la plupart des gens
préfèrent ne pas dialoguer et faire l'expérience directe de la brutalité et avec tout ce que ça apporte derrière. Donc l'intolérance, la stupidité, le meurtre. Donc l'appel au meurtre, c'est pas une nouveauté. Hein. À son époque, on en mangeait tous les jours. C'était les débuts du protestantisme, c'était les attaques incessantes contre les juifs et d'une violence extrême. Et on n'allait pas regarder ce qu'il y avait écrit dans les évangiles, ni dans la Bible. Ah non, 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 ça c'était trop compliqué. On disait, laissons les professeurs faire ça. On préfère aller se massacrer ou aller étriper les juifs du quartier d'à côté. Donc, dire qu'il fallait étudier. Alors voilà, Erasme dit les évangiles, mais attention, c'est quoi les évangiles? C'est pas la Vulgate, c'est le texte grec d'origine. La Bible, c'est le texte hébreu d'origine. Donc, les vrais humanistes, des gens comme Rochelin, comme lui, ont créé le scandale absolu au début du XVIe siècle. Un an avant Luther, Erasme publiait son édition du Nouveau Testament traduite à partir du texte grec. Ça n'avait jamais été fait depuis Saint Jérôme. Et il a montré avec ça, d'ailleurs, il n'y a qu'à ouvrir le bouquin, on le voit, chaque page, il y a au moins 10 passages dans lesquels la Vulgate se trompe. Barbarisme, solécisme, tout ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que depuis 1000 ans, personne n'allait vérifier le texte original. Erasme, lui, apporte le texte original, fait la comparaison. Je vous raconte l'anecdote. On n'est plus dans les colloques, mais on est en plein dedans quand même. Dans sa traduction du Nouveau Testament, il traduit, je donne 2 exemples parmi 1000, qui sont énormes. Il a modifié le paternoster, et il a modifié la première phrase du dernier évangile, l'évangile de Jean. Au lieu de dire in principio erat verbum, lui il dit il faut dire in principio erat sermo. Et dans le paternoster, au lieu de dire sic ut in cielo et in terra, lui il dit il faut dire quam ad modum in cielo sic etiam in terra, comme aurait dit Cicéron, et non pas un latiniste de dernier niveau, de chartier, qui a traduit la Vulgate. Alors vous imaginez le scandale à l'époque. Voilà. Alors, justement, cette différence... Oui. Non, cette différence entre sermo et verbum est intéressante puisqu'on est quand même dans les colloques. Ça ne porte pas sur le même rapport au langage et à la parole. Bon, est-ce que vous pouvez en dire quelque chose? Sermo, pour le coup, c'est la langue courante. C'est la langue commune, la langue qu'on parle. C'est la langue des colloques. Donc, dire in principio erat sermo, donc c'est la création du monde, c'est Dieu. Au commencement était le verbe. Nous, d'ailleurs, on voit très bien en France. Alors maintenant, je ne sais plus, moi je ne vais plus à la messe depuis le Vatican II, mais quand j'étais gosse, on disait in principio erat verbum. Donc 500 ans après Erasme, parce que verbum, ce n'est pas la langue de tout le monde, ça peut être le verbe de Dieu. C'est-à-dire on dit, le verbe c'est une chose un peu surnaturelle, c'est pas... Tandis que sermo, c'est la langue que tu parles, dans laquelle je te parle et dans laquelle nous nous comprenons. Alors si Dieu parle comme tout le monde, alors où va-t-on? Voilà. Bon, alors justement, comme on en est à la langue des colloques, quel est le latin d'Erasme, justement? C'est une langue qui vise la vérité par la métaphore, l'ambiguïté, le double sens, l'équivocité, pour tout dire. Au contraire, donc, du latin scolastique, qui visait à être, lui, univoque. Et donc, Erasme célèbre le malentendu. D'ailleurs, il y a même un dialogue qui s'appelle le dialogue de sourds. Ce n'est pas un adepte de la communication, pour le coup. Et donc, il essaye de créer une langue nouvelle, ou du moins de la nouvelle par rapport à la scolastique. Que peut-on dire de ça? Vous mettez le doigt sur une chose fondamentale de toute cette aventure, qui est oubliée totalement maintenant, parce que la scolastique, plus personne ne sait ce que c'est, sauf quelques érudits à la Sorbonne. Mais la langue pour laquelle Erasme combat. Eux, à son époque, ça portait un nom. Ils appelaient ça la poésie. D'ailleurs, eux, les humanistes, entre eux, ils ne se nommaient pas humanistes, ils se nommaient poètes. Parce que eux soutenaient que la vraie langue de communication des hommes devait être une langue poétique, c'est-à-dire variée, métaphorique, souple, permettant le double sens, permettant l'image, permettant donc le doute. Et évidemment, ça s'inscrivait directement en faux contre la langue que les universités catholiques avaient voulu imposer au monde, à l'intelligentsia d'Europe. Et cette langue scolastique, à travers le latin, ça aurait pu être une autre langue. Hein. Les musulmans ont connu le même problème avec l'arabe, les juifs avec l'hébreu. On peut essayer de transformer une langue réelle
en une langue univoque. Vous savez, ce système fantasmé dans lequel un mot correspond à un concept, donc un mot, une chose. Dès l'instant qu'il y a double sens, qu'un mot peut signifier autre chose, c'est le diable. Parce que c'est la porte ouverte au mensonge et à la falsification. Et du coup, on y revient, les colloques, quand je disais la blague, la mystification, pour s'amuser, parce que c'est comme ça que la langue vit et se développe et devient féconde. C'est le diable, la mystification. Et d'ailleurs, il y a un des dialogues, un des colloques que je trouve tordant, qui raconte comment des copains à lui, quand il était en Angleterre avec Thomas More, faisaient semblant de faire revenir l'âme d'un mort, et ça fichait la trouille au curé du coin qui était prêt à payer pour faire exorciser ce fantôme. Et c'était lui avec ses copains avec une bassine, il faisait semblant de faire le fantôme au coin de la rue. Bon, et ça pour Erasme, ça c'est la vraie façon de vivre même la religion en se moquant des dogmatiques, avec des mystifications. C'est des blagues étudiantes, c'est gentil. Il n'y a jamais de méchanceté, mais c'est des vraies blagues dans lesquelles on entortille l'adversaire, qui est généralement un scolastique d'ailleurs. Oui, pour Erasme, le savoir, c'est vraiment à s'amuser. Ah ben oui, ça sans aucun doute. Il y a un goût de l'image, bon, de la métaphore. D'ailleurs, la métaphore, vous avez parlé des adages. Non, vous n'en avez pas parlé. Les adages, qu'est-ce que c'est? C'est une collection adages, mais oui. De 4151 métaphores dont il montre comment, 1, les exploiter, 2, trouver d'où elles viennent, par qui elles ont été utilisées, et 3, comment s'en servir. Comment s'en servir, soit pour écrire un discours, pour écrire un bouquin, pour la conversation, ou dans la vie courante, comme dans les colloques. Quand on parle à sa fiancée, quand on parle à un copain qui part à la guerre, quand on parle à son confesseur, quand on parle à n'importe qui, et c'est-à-dire quand on est dans la vie réelle de tout le monde, qui n'est pas d'ailleurs, on le remarque dans cette collection de colloques, ce ne sont jamais des grands personnages. C'est pas le roi, le prince, l'évêque, le pape, c'est pas ces gens-là qui parlent, c'est pas les grands personnages de théâtre, c'est pas Édipe, Jocaste, Antigone, c'est le gars de la rue, l'étudiant. Il y a des blagues sur des collégiens qui jouent à la balle dans la cour de l'école. C'est tordant. Il y a le dialogue de sourds, de deux qui se parlent. On croirait qu'ils se parlent au téléphone comme maintenant. Il y en a deux qui se parlent et chacun des deux raconte une autre histoire que l'autre. Et ils vont jusqu'à la fin. Il y en a un qui raconte un naufrage, comment il s'est battu avec des pirates, et l'autre raconte comment il est allé à un mariage et qu'on discutait de la dot de la fiancée. Et ils croient avoir échangé. Et en fait, ils n'ont pas échangé un mot. Et ça, c'est un peu pousser le bouchon de l'incommunicabilité à son degré maximum, de façon amusante et poétique. Donc, il célèbre le malentendu, quand même, Erasme. Mais il montre que le malentendu et l'ambiguïté sont un peu la cheville ouvrière de la communication. Et ça, c'est-à-dire faire croire aux gens qu'on peut dire la vérité, une vérité fermée, et l'échanger contre une vérité fermée, ça c'est faux, c'est une illusion. La vérité, c'est que la langue est ambiguë, qu'elle est métaphorique, et que du coup, il y a des fluctuations de sens qui peuvent se promener entre les interlocuteurs, et qu'il faut jouer de ça pour arriver à s'orienter, et que la vérité, finalement, c'est cette espèce de compromis permanent entre des ambiguïtés. Et ça, c'est vrai. La vraie vie sociale, c'est ça. Alors, si l'on passe... Pardon. Disons discours dogmatique qu'on pourrait imposer, dans une langue ou dans une autre, d'ailleurs. Alors, si l'on passe de la langue au style des colloques, y a-t-il un style des colloques? D'abord, c'est des dialogues. Il y a quelque chose qui est très théâtral. C'est comme des scénettes. Moi, ce qui m'a frappé en lisant les colloques, c'est la dimension de la collection et de la variété. Il y a quelque chose qui fait très liste, très diversité, avec une volonté d'exhaustivité. En tout cas, c'est ce qui m'a frappé au premier abord. Et par le jeu de la citation, j'ai été d'ailleurs aussi frappé de voir qu'il n'y a pas un colloque, il n'y a pas une citation d'un adage. Il y a toujours une référence des colloques aux adages, une sorte d'intertextualité vraiment frappante, et c'est comme si toute la littérature s'était retrouvée ici. Alors, dans l'introduction au colloque, on parle de livre-univers. Et finalement, pour être anachronique, je le serais volontiers, je dirais qu'Erasme a un côté borgésien. Avec ce goût de la citation, de l'érudition, de la référence et de la liste. Il partage, il me semble, avec Borges, cette idée que la littérature universelle puisse se retrouver sous la plume d'un seul. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire de cela ?
Oui, que vous avez tout à fait raison. Bon, sauf qu'il faudrait plutôt dire que Borges est assez érasmien, mais, Voilà. mais bien sûr qu'il y a une identité poétique, On enfin peut une dire communauté. l'inverse, hein. Erasme a sûrement lu Borges. Certainement, En tout cas, pour Borges, Borges, c'est tout à fait il doit être en possible. train de le lire maintenant. Et non, alors cette idée qui est très étrange, parce que là, si vous voulez, il y a une chose, mais qui a chez Borges aussi, ce goût aussi de la virtuosité qu'on voit dans les adages aussi, c'est-à-dire qu'avec 3 mots, entre amis, tout est commun. On peut convoquer quasiment toute la littérature depuis qu'on la connaît, depuis les Babyloniens, depuis la Bible, les auteurs grecs, latins, et pratiquement avec n'importe quelle image, on peut le faire. Mais encore faut-il être capable de le faire et le faire. Parce que la plupart des gens ne le font pas. Ils se contentent de dire, ouais, ça veut dire ça. Vous savez, les bons mots, les adages, qui veut voyager loin ménage sa monture, bon, très bien. Si on arrive à trouver que ça vient de Terence, que ça vient de Homère, que ça vient d'Euripide, que ça vient de la Bible, que ça a été transformé et utilisé par d'autres, sous d'autres formes, chaque mot devient le bout d'un fil qui tire un trésor d'images. Et un voyage est dans toutes les langues, parce que du coup, il y a de l'espagnol, il y a de l'italien, il y a tout ce qu'on veut. Alors, pour le coup, les humanistes, eux, qui ressortaient la littérature de l'Antiquité païenne, grecque et latine à leur époque, eux ont dit, ils ont érigé un peu un principe qu'il fallait absolument passer par Homère, Euripide, Aristophane, Plaute, Terence, Virgile, Cicéron, et utiliser ces gens-là, vraiment les tordre comme une serpillière pour en extraire toute la poésie qu'on peut en sortir, c'est-à-dire toute la métaphore, donc tout le sens qu'on peut en sortir et qu'on peut utiliser pour maintenant et pour les générations à venir. Parce que même les petits gosses peuvent apprendre ça et s'en servir. Oui, alors, Erasme aussi s'immisce comme protagoniste dans certains de ses colloques, notamment dans celui-ci qui nous a fort amusé, qui est intitulé « L'adolescent et la putain », entre Sophron et Lucrèce. Sophron revient de Rome, et il raconte à Lucrèce d'ailleurs qu'il en est revenu plus ou moins intact, en tout cas pas dans un état pire que celui dans lequel il était parti, ce qui étonne fort Lucrèce, qui sait que Rome est la ville de toutes les perditions. Et il lui demande comment a-t-il fait pour échapper à toute cette turpitude. Il dit voilà qu'il était accompagné du meilleur des auteurs possibles, c'est-à-dire la traduction du Nouveau Testament par Erasme. Et Lucrèce lui répond « Ah bon, par Erasme, pourtant on dit qu'il est archi-hérétique. » C'est une citation. Sophron s'étonne, quoi, même ici, on est au bordel donc, même ici on connaît le nom de ce personnage. Et donc Lucrèce, la divine putain à la Brassens, qui lui répond « Personne n'est plus célèbre qu'Erasme chez les putains. » Alors ça, oui, c'est une perle. Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? C'est magnifique, c'est l'autodérision. C'est vraiment c'est plus que la dérision. L'auto-ironie considérée comme l'un des beaux-arts. Et ça en est un. Oui. Mais d'ailleurs, dans l'éloge de la folie, c'est la même chose. Imaginez que la folie fait son propre éloge à la première personne, c'est quand même pas mal. Tiens. Voilà. Donc, ça, c'est une espèce d'extrême de virtuosité littéraire que Erasme pratiquait. Si vous voulez, mais il y a de temps en temps se lève quelqu'un qui est capable de faire ça. Cervantes a fait ça. D'autres l'ont fait. Borges l'a fait. C'est tout. Proust l'a fait. Enfin, et ce sont des poètes. C'est le vrai sens. Un poète, c'est ça. C'est quelqu'un qui est capable de rentrer dans la langue et d'en ressortir en se refaisant un habit neuf à chaque fois et en gardant le sourire. Parce qu'évidemment, s'il se prend au sérieux, ça ne marche plus. Que le traducteur du Nouveau Testament à l'époque se présente comme étant, dans le fond, tout à fait très connu chez ces dames, c'est quand même tout à fait saisissant. Mais pour nous, en plus, on dit le traducteur du Nouveau Testament comme si c'était une chose banale. Traducteur du Nouveau Testament, changer la Vulgate, ça veut dire quoi? En bon français, ça veut dire le bûcher. Et il a été persécuté et poursuivi par les théologiens jusqu'à la fin de ses jours.
Et c'est une des raisons pour lesquelles il n'a plus jamais voulu mettre les pieds en France. Parce qu'en France, il risquait de se faire coincer par la Sorbonne. Il a failli se faire coincer à Louvain. Il s'est réfugié à Bâle. Il était hors d'atteinte à peu près des théologiens, mais le risque de bûcher était quotidien pour lui. Comme ça a été pour Pic de la Mirandole, il y en a d'autres qui sont restés. Giordano Bruno y est resté par la suite. Rochelin a failli passer de peu. Et on touchait au dogme, en l'occurrence la langue. En plus, quand on y pense, mais même pour un prof de latin de niveau 0, la Vulgate, non mais vous vous rendez compte, sicut in cielo et in terra. Quel Romain a pu dire une phrase comme ça? C'est même un charretier, même un docker sur le port de Marseille ne disait pas ça. Enfin, j'exagère un peu, il le disait justement. Alors donc, pour Dieu, on peut dire que Dieu parlait au moins dans une langue capable d'égaler celle de Cicéron. Donc, sicut in cielo et in terra, niet, pas question. Ça, je ne veux pas. Mais alors, évidemment, ça veut dire que rien qu'en changeant un mot, c'est tout l'édifice dogmatique de l'Église qui s'écroule. Vous imaginez, Luther débarque un an après en disant « Ah ouais, Erasme, excellent cette traduction, bravo, j'achète, il faut faire toute la Bible comme ça. » C'est ce qu'a dit Luther. Vous imaginez un peu la fin de la vie de l'un et de l'autre. Bon, Luther, il a pris le large. Erasme n'a pas pris le large. Il s'est planqué autant qu'il a pu, mais il était menacé chaque jour. Il fallait vérifier ce qu'il y avait dans son assiette. Vous savez, à cette époque-là, c'est comme maintenant, hein, ça va très vite. Nous, on le fait avec les téléphones portables. Eux, ils le faisaient avec... on vérifie pas ce que ta cuisinière a mis dans l'assiette. Et puis voilà, on te retrouve mort. Voilà. Alors... Donc, la vie de poète, c'est une vie dangereuse. Précisément dans la suite du... Pardon, vous vouliez dire? Je vous ai coupé? Non, c'était ça. Alors, dans la suite du dialogue entre Lucrèce et Sophron, finalement, on apprend que ceux qui reprochent à Erasme d'être l'archi-hérétique sont ceux-là même qui fréquentent le bordel. Absolument. Les théologiens... Donc ça a une pointe de comique tout à fait fréquente, je trouve, dans les colloques. Et alors, ça m'a fait penser à un texte que Jacques-Alain Miller avait écrit pour le journal Le Monde, où finalement, il se demandait qui de Erasme et Luther était l'hérétique. Hein. Et il dit finalement, Luther, c'est l'hérétique devenu l'hérésiarque, c'est un renégat de l'hérésie, le suppôt d'une orthodoxie nouvelle, plus féroce que l'ancienne d'ailleurs. Tandis qu'Erasme est l'hérétique fidèle à l'hérésie, l'hérétique inflexible. Alors j'aurais bien aimé avoir votre avis sur la question, quand on sait aussi que les ouvrages d'Erasme ont été placés à l'index de première classe. Qu'en est-il? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de l'hérésie finalement d'Erasme? C'est très important cette histoire-là. D'ailleurs, le lien entre Erasme et Luther est une chose très, 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 très riche de signification. Dans les tout premiers temps, que Luther n'était pas encore connu, Luther encensait Erasme, il lui a écrit pour lui demander de le soutenir, etc. Et Erasme disait que tout ce que Luther dénonçait, Erasme était d'accord, les indulgences, les trafics, le culte des saints, tous ces délires, les pèlerinages, Erasme le faisait à chaque page. Donc ça marchait très bien. Au moment quand Luther s'est vraiment séparé de l'Église, quand il a été mis au banc de l'Empire, quand il a risqué d'être le bûcher lui-même, et qu'il a finalement fondé une église concurrente et dogmatique, alors là, ça n'a plus marché du tout, parce que Erasme a dit, il y a une chose que je n'accepte pas chez Luther, c'est la prédestination. C'est-à-dire que l'homme, suivant Luther, n'est pas libre de choisir son destin et de s'améliorer ou d'empirer. Pour Erasme, l'homme, s'il travaille sur lui-même, il peut s'améliorer. Quoi qu'il arrive, même le pire salaud peut se changer. Pour Luther, quoi que tu fasses, ton destin est écrit de toute éternité dans la langue de Dieu. Si tu es damné, tu es damné. Bon, et ça, Erasme ne l'a jamais accepté. Du coup, Erasme n'a jamais accepté de soutenir Luther. On l'a pressé de tous les sens d'écrire contre lui. Il a fini par écrire sur quoi d'ailleurs? Sur le libre arbitre. Puisque Luther défendait le serf arbitre. Il disait que l'homme n'est pas libre, puisqu'il est finalement gouverné par le diable, quoi qu'il arrive. Erasme disait non, l'homme peut s'améliorer. Et du coup, Erasme est devenu l'homme à abattre pour Luther. Je vais vous donner une anecdote. Luther était un type très bavard, qui parlait bien, il avait des tas de copains à table, et ses copains notaient les bons mots de Luther. On appelait ça Tischreden, les propos de table, et après sa mort, ça a été publié. Il y a une édition critique en Allemagne,
Il y a 11 volumes, c'est extraordinaire. Il parle de tout, des gens, des choses. C'est très intéressant, c'est très riche. Il a un style vraiment très... Il parlait très bien. Les Allemands font des listes. À la fin, il y a un index. Et je me suis dit, tiens, on va aller voir qu'est-ce qu'il dit d'Erasme, qu'est-ce qu'il dit des papes. Figurez-vous que Erasme est cité 5 fois plus souvent que les papes. C'est-à-dire que pour Luther, l'homme dangereux, ce n'était pas le pape, c'était Erasme. Parce que Erasme contestait la prédestination. Et Erasme pensait que l'homme est libre, il reste libre. Et ça, Luther ne l'a jamais supporté. Bon. Alors Erasme a été accusé d'avoir fait la litière de Luther. On connaît le fameux adage que les franciscains hurlaient du haut de la chaire. Erasme a pondu les œufs, Luther les a couvés. Erasme a pondu les œufs, ça veut dire quoi? Il a traduit le Nouveau Testament, il a modifié le Nouveau Testament, et Luther a foncé dans la brèche, ce qui est vrai. Bon, mais Erasme n'a jamais voulu soutenir Luther. Et jusqu'à la fin de ses jours, il a continué à se défendre contre Luther. Et à rester un hérétique. Eh bien voilà, il était un hérétique pour Luther. Voilà. Eh bien, Jean-Christophe Saladin, nous vous remercions 1000 fois. C'était absolument passionnant. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Nous allons passer maintenant à la chronique suivante, qui est celle de l'actualité de la psychanalyse. Jingle de transition. Alors, Laure Buchner, bonjour. Donc, je vous présente, vous êtes psychologue et vous avez intégré le dispositif jeunesse de l'école de la cause freudienne. Et vous allez nous proposer une chronique dont le titre est « Le bavardage analytique et son au-delà ». Nous écoutons. Je vous remercie de cette invitation à commenter une phrase de Jacques Lacan qui est « La psychanalyse est une pratique de bavardage ». Il a prononcé cette phrase vers la fin de son enseignement, au début de son séminaire Les Moments de conclure, le 15 novembre 1977. Et ce qui m'a surtout intéressé par rapport à cette phrase, c'est qu'elle touche à la question de savoir ce que parler veut dire lorsqu'on fait une analyse. Je vais essayer de déployer ce que j'attrape à propos de cette phrase. La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'elle fait écho au moment de la naissance de la psychanalyse. Je pense à ces deux termes qu'on connaît très bien, qu'Anao employait dans les années 1880 pour décrire son expérience de la toute nouvelle méthode cathartique auprès de Joseph Breuer, qui a précédé l'invention de la psychanalyse par Sigmund Freud. Ces syntagmes, talking cure, la cure des paroles, et chimney sweeping, les ramonages des cheminées, exprimaient à quel point, pour le dire avec les mots de Lacan, plus ça n'a en donné des signifiants et des jaspinages, mieux ça allait. Et il me semble que ça pourrait donc être les antécédents dans l'histoire de la psychanalyse de ces mots de bavardage. Il faut dire qu'à l'époque d'Anao, c'était un véritable renversement dans la relation avec les malades, car il était inédit de lui donner la parole pour se laisser enseigner par son savoir. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'idée très générale d'une cure des paroles n'est en personne. La psychanalyse s'est depuis longtemps infiltrée dans la culture et par des effets de banalisation, l'idée que parler fait du bien nous semble acquise. Il faut vider son sac, pour reprendre les mots de plusieurs patients lorsqu'ils consultent un psy. Et c'est justement dans ce sens qu'il s'impose à nous la nécessité de distinguer la cure des paroles, qui est la psychanalyse, de toute autre pratique s'arrêtant simplement à cet aspect thérapeutique du bavardage, qui ne pourrait qu'être transitoire, car il n'a pas de conséquences sur les réels du symptôme. Mais justement alors, Laure, quelle est la spécificité du dispositif analytique quand Lacan le définit comme une pratique de bavardage? Comment ça fonctionne?
Eh bien, il y a d'une part ce fameux bavardage dont on parle, c'est-à-dire l'intention du patient de dire quelque chose qu'on attribue à la conscience, au moi. L'analysant parle, voilà sa tâche, et parfois il arrive même à en faire de la poésie, affirmait Lacan. Mais d'autre part, si Lacan semble ravaler la parole du patient par ces mots de bavardage, c'est plutôt pour mettre en exergue le fait que tout repose sur la manière dont l'analyste se comporte. Lui, il ne doit surtout pas bavarder. C'est l'idée des dissymétries insistantes chez Lacan entre les positions d'analysant et d'analyste, et c'est depuis qu'il a renoncé à la notion d'intersubjectivité par laquelle l'analyse serait une relation entre deux sujets. L'analyse n'est pas une conversation, il ne s'agit pas de deux qui bavardent, mais d'un qui parle et d'autres qui devraient plutôt se taire pour laisser entendre ce qui est dit dans ces bavardages. Il faut que l'analyste fasse plus que ces bavardages ordinaires, indiquait Lacan en 1978. Il faut donc les blabla, les bavardages du côté analysant, pour que l'analyste opère par un acte sur cette matière. Et ce qui spécifie l'acte de l'analyste, c'est que lui, il tranche. Ce que l'analyste dit fait coupure dans ce qui sort de la bouche de l'analysant. En interrompant une phrase, en épinglant un mot dans les flots des mots du patient, voire en levant la séance, l'analyste coupe à l'endroit de l'équivoque. Il est là pour montrer que les mots ne servent pas à l'intention du patient, mais qu'ils ont quand même une portée. Aucun bavardage n'est donc sans risque, et la psychanalyse la mise en valeur. Il y a ainsi dans l'analyse un passage du bavardage qui est du côté de l'intention au dire qui implique des conséquences. Et l'analyste participe à ce que ces mouvements puissent se produire, ce qui conduit finalement à une autre lecture de ce qui fait impasse, où il est question de la mise du sujet dans ce qu'il dit qui lui arrive. Ce n'est pas que par ces biais que la psychanalyse peut aboutir à une modification de la relation du sujet avec le monde et avec les objets qui habitent ce monde. Alors Laure, pourriez-vous mieux préciser cette distinction entre bavardage donc et l'équivoque dans une cure analytique ? Au moment de préparer cette intervention, comme le français n'est pas ma langue maternelle, je m'étais d'abord interrogée à propos du choix de ce mot bavardage, en ce qu'il a d'intraduisible dans les passages à d'autres langues. Petit recours alors au dictionnaire, à la recherche de son étymologie, qui m'a appris que bavarder n'est pas en lien avec baver. Et en effet, la règle fondamentale de la psychanalyse impose au patient « dites tout ce qui vous passe par la tête » et il bavarde alors autant qu'il peut, il en bave. C'est finalement la parole vide dont Lacan parlait au début de son enseignement, où ce n'est pas les contenus sémantiques ce qui compte. Mais baver, à son tour, vient de baba, qui évoque le baville de l'enfant et donc sa jouissance de la langue. Bavarder n'est pas donc sans lien avec la jouissance de la parole, la satisfaction qu'on tire du fait de parler. Donc là où ça bavarde, comme vous dites, ça jouit, c'est bien dit. Exactement. La parole s'anime ainsi d'en vouloir jouir. Et dans la mesure où c'est la jouissance qui parle, il n'y a pas de dialogue ni de communication, il n'y a que le monologue autiste de la jouissance. La question qui se pose alors est celle de savoir quelle est la limite à cette parole sans point décapitant qu'est le bavardage. Peu avant cette phrase dont je vous parle, Lacan avait indiqué que la clinique psychanalytique consistait à discerner les choses qui importent. Je vous propose donc de mettre en tension cette définition avec celle de la pratique des bavardages. On pourrait donc dire que sur fond des bavardages, il y a le discernement des choses qui importent.
Et mon idée, c'est que ces choses qui importent, elles sont à chercher dans tout ce qui viendrait à la place de ces points de capitaux qui manquent au bavardage et qui permettraient d'accéder à un au-delà de lui. C'est précisément à cette place que je situerai l'équivoque sur laquelle l'analyste prend appui dans son acte. L'équivoque est ici à entendre bien au-delà du lapsus ou de l'acte manqué. Elle touche les rapports du sujet à la langue par l'émergence d'un nouveau signifiant qui n'était pas là dans les programmes de l'inconscient. L'équivoque que la psychanalyse a tellement mis en valeur ouvre ainsi à une autre dimension de ce que parler veut dire, car parler veut surtout dire qu'on ne sait strictement rien de ce qu'on dit lorsqu'on parle, sauf peut-être quand on se met à parler à un psychanalyste. Eh bien alors, merci beaucoup. C'était à la fois clair et limpide. C'est la même chose d'ailleurs, c'est très vivant. Nous vous remercions. Nous remercions aussi Jean-Christophe Saladin. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 18h30. C'est la fin de cette émission. Au revoir.